Nous, membres du Bureau national du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle, avons suivi avec surprise les débats défrayés à la chronique sur la révision ou les changements de l'actuelle constitution, accusés d'être source de blocage du décollage sociopolitique de notre pays. À ce sujet, notre position est sans équivoque. Nous soutenons la sage position de nos pères éminences, archevêques et évêques catholiques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui désapprouvent cette démarche périlleuse pour la nation congolaise naviguant en vue. Conscients de notre mission d'être lumière du monde et celle de la terre, nous sommes déterminés à militer pour la paix et la concorde nationale. Raison pour laquelle nous recommandons de garder notre constitution actuelle avec un Congo uni au lieu d'une nouvelle constitution avec plusieurs entités occupées, détruites, qui échappent au contrôle du pouvoir gouvernemental. C'est pour nous l'occasion de rappeler aussi que le chapitre 7 de la Constitution, article 218 à 220, n'évoque nullement son changement, mais plutôt sa révision dans des conditions bien définies. Non pour satisfaire les appétits du pouvoir des uns au détriment des autres, mais l'intérêt général. On ne peut pas interdire la réflexion dans un pays. La Constitution est une loi fondamentale, mais une loi quand même. Une loi, vous savez, a vocation à être modifiée, changée à partir du moment où, si telle est la volonté de la communauté nationale, à partir du moment où elle présente des faiblesses. La question qui a à se poser, c'est de savoir est-ce que notre loi fondamentale comporte-t-elle des faiblesses? Je crois que la réponse est oui. Indubitablement, oui. Quelles sont ces faiblesses? Les experts nous le diront, chacun peut donner ses réponses. Moi, en tant que gestionnaire des ressources humaines de l'État, je peux déjà avancer une petite piste. Moi, j'ai toujours dit, et c'est mon avis personnel, que notre Constitution, celle qui est là, consacre une hyper-institutionnalisation de l'État. Ce qui crée en réalité l'obésité de l'État. C'est une Constitution qui consacre l'obésité. Et cette obésité de l'État, qu'on le veuille ou pas, obstrue, fait obstacle au développement du pays. Donc, si on peut réfléchir en termes de dégraisser l'État, parce que nous parlons souvent de la diminution du train de vie de l'État, il n'y a pas seulement à diminuer les trains de vie de l'État en termes de salaire, parce qu'après il y a des missions, il y a ces institutions, les responsables des institutions qui tombent malades, qui sont pris en charge. Il faut aussi réfléchir sur l'ensemble de la structuration institutionnelle telle que léguée par cette Constitution. Moi, je n'ai pas peur qu'il y ait débat, et comme dans d'autres pays, sous d'autres cieux, qu'il y ait éventuellement, pourquoi pas, retouche de la Constitution, ou révision, ou même, pourquoi pas, changement. Ce n'est pas un tabou. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa-Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive de ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales
pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. La dépendance excessive aux ressources naturelles nous expose à de nombreux risques. Parmi les priorités de ce projet de loi de finances figurent notamment l'accroissement de crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%, la poursuite de grands projets tels que le PEDEL 145 territoires et la construction du pont en eau profonde de Banana, l'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale numéro 2 Mbujimayi-Bukavu et la modernisation de certains aéroports, ainsi que la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Au terme de 10 heures de débat houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. C'est avec un profond sentiment d'honneur et un sens aigu de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui au sein de cette auguste Assemblée pour vous présenter le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet a été élaboré conformément à notre Constitution et à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques telles que modifiées à ce jour. Ce moment marque une étape cruciale dans l'élaboration de notre cadre budgétaire national et témoigne de notre engagement collectif à bâtir un avenir prospère pour la République démocratique du Congo. Il est essentiel de rappeler que le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2024-2028 est évalué à 55 413,2 milliards de francs congolais en moyenne annuelle, soit l'équivalent de 18,5 milliards de dollars américains, et repose sur les 6 piliers stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la connectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. Quand vous entrez en profondeur dans l'enveloppe de rémunération, il y a un souci. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du Budget est de 1 000 $. À contre, moins de 100 $ pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de l'EPST. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Je voudrais quand même que le gouvernement se pose cette question. Où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans les paniers de la ménagère? Je ne pense pas. Moi, ça me gêne un peu de voir qu'un programme de relance agricole se fasse ici à l'échangeur de Kinshasa. Cette mise en condition opérationnelle des unités spéciales congolaises est l'une des stratégies de renforcement de capacités opérationnelles dans la traque des groupes armés, locaux et étrangers qui sèment terreur et désolation sur les sols congolais. Pour
le général Monzour des casques bleus de la MONUSCO, ces genres de formations vont se poursuivre. Le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Leboyonka Chamadjouni, les a encouragés et exhortés à demeurer dans la discipline, la mère des armées. D'abord la discipline. Sans discipline, on n'a pas d'armée. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils ont eu comme formation, il y a le professionnalisme. Quand ils descendent sur terrain, ils doivent se comporter comme des militaires bien formés. Ensuite, le patron d'opérations militaires en Ituri a invité ses forces spéciales à suivre les pas d'autres unités déjà formées par la MONUSCO dans la conduite des opérations. Mais à cause de mes camarades Nabino, ensemble avec Bagouas France, ensemble avec le commandant secteur qui est ici, nous avons pu éviter la catastrophe. Peu avant, le gouvernement militaire a présidé une réunion de commandement avec les commandants des grandes unités FARDC et PNC où la situation sécuritaire opérationnelle a été jugée calme sur toute l'étendue de la province. Il a été aussi question de demander la consolidation des acquis de paix et maintenir la libre circulation des personnes et leurs biens sur tous les réseaux routiers de l'Ituri. Au total, 118 otages, dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants, ont été libérés mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 32 06 régiment d'infanterie Léopard de main des rebelles ougandais ADF après une patrouille de combat et de bombardements dans leur milliers de retranchements dans la profondeur de la forêt de Mouyou en groupement Badiangou Bokuchu dans la chefferie de Walese-Vonkutu à l'est de Komanda. Une prouesse est saluée par la société civile, forces vives du territoire d'Irumu, Sanya Sonia Malangai, son vice-coordonnateur. Aujourd'hui, nous venons de voir les bons travaux, les bons résultats que l'armée FARDC et UPDF ont fait. Il y a les hommes mal intentionnés surtout dans notre pays parce qu'on est en train de voir ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Et les autres sont en train de parler, ils sont très loin, mais nous qui sommes sur le terrain, on est en train de vivre ce que l'armée est en train de faire. Comme la force mutualisée FARDC et UPDF est en train d'opérer dans notre entité, l'essentiel à la population d'être très vigilante et de dénoncer tout cas suspect avant le temps à l'armée pour que l'armée prenne des précautions pour traquer l'ennemi. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, a appelé ses ex-otages à continuer de soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont prouvé leur professionnalisme en les libérant. Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer des mains des EDF. Demain ou après-demain, vous serez encore contre votre armée. Donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée. Ne soyez pas complices avec l'ennemi. Votre armée, c'est bien FARDC. Signalons que ces désormais ex-otages ont été capturés par ces islamistes ADF dans le village Bana Congo, Baha, Kundal, La Kundala. Une semaine après l'appel du syndicat des enseignants du Congo aux grévistes de reprendre le travail pour sauver l'année scolaire 2024-2025 dans toutes les écoles publiques et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans la province du Congo central, dans le territoire de Kasangulu. L'on constate la reprise des cours depuis le lundi 28 octobre dernier, timide, et les professionnels de la Craie Blanche d'un bon nombre de ces écoles n'ont pas respecté cette mesure et menacent les autorités à reprendre avec leur mouvement de grève si leur attente de toucher $500 comme salaire de le mois prochain n'est pas respectée. C'est à peine que nous avions commencé depuis la rentrée. On a débuté le cours, mais timidement, parce que le gouvernement nous a promis qu'il va améliorer les primes de gratuité, qu'il va améliorer nos salaires au mois d'octobre. Mais nous entendons les réalisations du gouvernement congolais impatiemment. Alors, si le gouvernement congolais ne nous répond pas positivement, peut-être on peut répondre à la grève jusqu'à ce que le gouvernement va prendre nos revendications en considération. Par contre, d'autres écoles qui dispensent le cours depuis la rentrée scolaire n'arrivent pas à bien donner le matière suite aux menaces des grévistes, d'où ils appellent les autorités à répondre à leur engagement. Je vous demande à ce que l'État prenne en compte
tout ce que les enseignants revendiquent. Même si nous avons enseigné pour ne pas aller en grève, mais nous demandons toujours parce que nous avons été martyrs même des autres écoles de Kassangou. Et je vis même comment les autres venaient nous agresser ici. Et c'est par intervention de la police que nous sommes sortis. Que l'État prenne ses responsabilités. Parce que trop se trouve. Trop se trouve. Chaque fois, à chaque année, il y a toujours le mouvement de grève. Toujours le mouvement de grève. Notons que ce mouvement de grève a duré plus de 45 jours depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Aux autorités d'en prendre conscience car l'avenir de la jeunesse de la République est en jeu.